Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Après une semaine d'absence, l'équipe de Xamcast est de retour. Alors on ne sait pas si on vous a manqué, mais en tout cas vous nous avez beaucoup manqué. Et ce soir, je suis avec Osvaldo pour cet épisode. Salut Osvaldo. Salut Mirko, salut à tous. Et également Varam est avec nous aussi pour cet épisode. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Alors, on avait hâte de faire un petit épisode ce soir. La semaine passée, on a décidé de faire un petit break puisque la pelouse de la Pontaise ayant été impraticable, il n'y avait pas de match à débriefer et puis on s'est dit que c'était une bonne occasion un peu de souffler. Donc, mais nous sommes de retour cette semaine et au programme de cet épisode, on va débriefer le match de la 15e journée avec la réception du co-leader le FC Arrois-la-Maladière. Et ensuite, c'est pas un, mais deux briefings de match qui nous attendent puisque nous nous dirigeons vers la première des deux semaines anglaises. Donc, on briefera, pardon, d'abord, bien évidemment, le match de coupe. On va aller dans l'ordre chronologique, puis ensuite notre prochain match de championnat avec le déplacement du Liechtenstein pour y affronter le FC Vaduz. Voilà, messieurs, on va tout de suite commencer avec la première rubrique. Alors, comme je le disais dans l'introduction, c'était la 15e journée de Challenge League pour ce dernier week-end du mois de novembre. Et pour Neuchâtel Xamax, c'était la réception du co-leader, hein. Ils étaient leaders pratiquement depuis la première journée, mais depuis la 14e journée, ils ont été rejoints par au hasard, notre prochain adversaire, le FC Vaduz, c'était les Argoviens du FC Arrow qui se déplaçaient à la Maladière. Alors, des Argoviens qui restaient, malgré leur classement, sur deux performances très décevantes, hein. Une claque prise 5-1 à Bellinzone, sur un terrain où pratiquement toutes les équipes avaient roulé sur les Tessinois. Puis une défaite mortifiante face au Stade Lyonnais à domicile lors de la dernière journée. Les Argoviens avaient certainement à cœur de se rattraper. Du côté de Neuchâtel Xamax, on partait un peu dans l'inconnu, même beaucoup dans l'inconnu pour deux raisons. La première, je l'ai dit avant, hein, comme on n'avait pas joué la semaine d'avant, eh bien, il n'y avait pas eu de compétition, pas eu de match depuis 2 semaines, du coup, pour Neuchâtel Xamax. Et puis de l'autre côté, c'est vraiment une montagne de blessures qui se dressait devant Anthony Breza pour voilà, composer son 11 de départ. Alors, on va le dire tout de suite avant de débriefer vraiment le match et de voir les, euh, les réactions de nos internautes. On a quand même été très surpris par la composition d'Anthony Breza, surtout, on va dire, par rapport à la défense centrale, hein. Au vu des joueurs à disposition, Varam, on ne s'attendait pas à retrouver Lavdry Maïroulaou et Michael Fakinetti dans le rôle des défenseurs centraux titulaires. Non, alors effectivement, c'était une très mauvaise surprise puisque c'était la défense centrale qui était prévue, donc le match d'avant contre le SLO. Finalement, on s'est dit c'est peut-être pas plus mal que le match ait été annulé au vu de la composition d'équipe qui était fort discutable. Et puis, il a reconduit cette défense centrale. Et puis, c'est vrai que c'est quand même assez spécial. C'est quand même une petite spécialité maison parce que déjà, Depito et Bergsma, comme on l'a dit souvent, c'est de très très loin la défense la plus complémentaire et la plus efficace dans notre effectif. Et puis c'est vrai que d'en avoir pas un mais deux carrément sur le banc en plus en n'ayant aucune explication, c'est vrai qu'au coup d'envoi, je pense qu'on a tous un peu grimacé, on était très sceptiques et je pense que le déroulement du match et les buts qu'on a pris nous ont largement, on va dire, ont largement validé les craintes initiales qu'on avait avant le coup d'envoi.
C'est vrai, Osvaldo, hein, Varane le souligne, on n'avait pas d'explication, on n'a pas eu d'explication juste avant le match ou même après le match sur la raison de ce choix. On peut pas, Osvaldo, interpréter ça autrement qu'un choix de coach, finalement. Oui, oui, mais c'est un énième choix de ce coach qui nous a laissé à peu près sans voix. Surtout en sachant que voilà, tu joues quand même le leader, hein. Tu le leader chez toi, c'est pas non plus. Alors on sait bien qu'il y a cette cascade de blessés, on sait tout, mais je veux dire, il y a une voilà, il y avait certainement une incohérence de ce point de vue-là. Effectivement, bah, le reste après des choix d'Anthony Breza, ils ont quand même été passablement conditionnés par les absences, hein, comme je le disais. Alors la titularisation de Romain Baillard comme latéral droite avait été, déjà, plus ou moins annoncée même avant l'annulation du match du Stade Lozano-Chic, au vu de l'absence des 2 joueurs, préposés à ce poste, à savoir Djedmir Krasniqi et Léo Sédou. Et puis ensuite, le reste, et ben, c'était assez logique aussi de titulariser, Erissa Bedinino à Streit, Diogo Carracco, Fabio Saiz au milieu du terrain et Koro Koné, Jessé Autier aussi, finalement était à disposition. Quoique, il y avait peut-être d'autres options, on y reviendra plus tard dans ce débriefing. Alors, les réactions de nos internautes, ben, comme, tout le monde, on a été un peu, nos internautes, enfin nos auditeurs ont été un peu refroidis. On ne l'a pas encore dit, hein, évidemment, mais tout le monde le sait déjà, le Châtel Xamax s'est incliné 2-1 dans ce match, d'un match extrêmement qu'on va qualifier d'extrêmement, de hautement frustrant même. Alors, nos internautes, alors on a tout d'abord, Grégoire M qui lui nous dit alors, il faut juste que je retrouve, je me suis un peu embrouillé, pardonnez-moi. Donc, Grégoire M nous dit, «La promotion est finie, il reste les places de milieu de classement». Alors, petit aparté pour Grégoire, on sait que tu es probablement un de nos auditeurs, Grégoire M. On aimerait avoir le même optimisme et le même positivisme que toi par rapport à la promotion. C'est vrai que régulièrement tu nous parles que la promotion, est encore possible ou alors qu'elle elle est finie parce qu'on perd contre des adversaires directs. Pour nous, Grégoire, la promotion, ça fait déjà au moins un mois qu'on a tiré une croix dessus, même si voilà, ce match effectivement confirme encore définitivement ça. Mais, ça fait déjà un moment qu'elle est plus d'actualité pour nous à Xamcast. Et puis on a encore une autre réaction de Luigi qui lui nous disait: «Implacable leçon de réalisme». Eh bien, on va peut-être commencer là-dessus de manière générale avant de parler un peu des actions. Mais effectivement, les Argoviens nous ont livré une leçon de réalisme, qui fait presque froid dans le dos, Osvaldo. Absolument, ça fait partie de la force des grandes équipes, hein. C'est finalement, on a vécu ces problèmes, où on a laissé certains boulevards notamment à Yverdon dans les confrontations qu'on a pu avoir contre eux durant ce premier tour. Et on sait que ces équipes de la première partie du classement, tu leur laisses ces cadeaux-là, ils n'ont pas la même force de frappe et surtout de profiter de ces cadeaux-là que des équipes comme Ville, comme Bellinzone, bien qu'on ait aussi eu ces problèmes de réalisme, par exemple au match, enfin lors du match à Ville. Donc c'est quelque chose qui doit être aussi assimilé dans ce genre de match, c'est que ces erreurs-là, elles se payent cash. Et ma foi, ben, quand on voit que notamment sur les 2 buts qu'on prend, notamment sur le premier, et ben, c'est compliqué d'avoir une autre sentence, enfin d'avoir une sentence moins sévère qu'un but encaissé, avec des erreurs pareilles. Ouais, on va y venir rapidement, hein, à ce but parce que c'est la première vraie occasion du match, pour l'une des équipes. Varane, suite sur cette action, on a vu, un brin de malchance quand même pour Neuchâtel Xamax sur le coup, mais pas que quand même. Non, alors effectivement, donc ça revient en fait à ce qu'on disait avant sur, cette paire de centrales quand même assez, inédite et puis là, bah, c'est une percée centrale, de notre ami, Chacon
l'ancien joueur de Bellinzone. Il fait une percée centrale, il transmet au centre avant français au filet, et puis il contrôle du pied gauche, et puis il envoie un extérieur imparable dans le but d'Omeragic dans la lucarne droite. Et voilà, donc on peut dire que l'avant-centre argovien porte très bien son nom. Voilà, je voulais dire, Voilà. j'avais envie de passer la parole à Osvaldo parce qu'il y avait, il trépignait d'impatience de faire la blague. Donc, Non, mais vas-y, moi, Osvaldo, c'est ta minute de gloire, vas-y. je l'ai déjà faite, mais voilà, quoi. Je veux dire, on Ouais, et en prend même des temps, il buts. marque à chaque match contre nous, donc. Voilà, ben, tu vois, on a réussi à se prendre des buts par un mec qui s'appelle Manquant et un mec qui s'appelle Filet durant ce premier tour. Comme ça, on a bouclé la boucle. C'est C'est bien. ça. C'est C'est ça. Non, mais pour en revenir vraiment à ce but, alors il y a la glissade complètement malchanceuse de Michael Facchinetti. Alors il arrive à se relever à temps, mais évidemment il est hors de position. Mais on constate quand même que au moment où Filet reçoit le ballon, alors il fait un superbe appel, hein, on va rien lui enlever, et puis une finition impeccable. Mais la défense est quand même extrêmement large. Enfin, l'attitude défensive hein, est extrêmement large parce que déjà Chacon, ben, il a personne vraiment au contact. Il peut avancer dans une zone qui est tout de suite dangereuse hein, quand on a un joueur comme ça dans l'axe qui perce. Alors il y a Abedini qui vient un peu au contact, mais il le gêne pas vraiment parce qu'il est un peu sur le côté. Fabio Saiz et Diego Caraco sont en retrait. Et puis, bah, il fait un appel magnifique, hein, un filet, ça c'est sûr. Voilà, il reçoit le ballon dans la zone où il faut. Et puis malheureusement, bah, Lavdry Maïroulaou est pas aligné avec Romain Bayard et Jonathan Fontana, ce qui fait que Filet est en jeu au moment où il reçoit la balle. Absolument aucun doute là-dessus. Et puis la finition impeccable. Omeragic, ben, il a fait ce qu'il a pu, hein. Il est sorti pour essayer d'aller au contact du joueur argovien, mais le joueur argovien a décidé de pas venir au duel, mais de frapper direct. Donc voilà, c'est 1-0, presque un peu cueilli à froid parce qu'il n'y avait rien eu des deux côtés. Et puis voilà, finalement, cette ouverture du score qui tombe quand même un peu tôt dans le match, Varane, elle a quand même servi les Argoviens dans leur plan. Leur plan, il était clair, hein, défendre de manière compacte et nous contrer. Et enfin, je pense qu'ils faisaient déjà ça à 0-0, mais alors à 1-0 en leur faveur, ça leur a encore plus facilité la tâche. Non, bah clairement, hein, de toute façon, Arau, on les connaît. On connaît aussi Jakopeta, hein, qui est pas un entraîneur hollandais, vous l'auriez bien compris. Hein, c'est clairement un entraîneur italien, en tout cas, qui puise ses racines, enfin les racines de son jeu là-bas. Donc clairement, donc le plan de jeu pour Arau, c'était de marquer assez rapidement pour ensuite pouvoir jouer avec un bloc bas et puis être en contrôle dans le match. Donc voilà, ils nous avaient déjà fait le coup à l'aller. Arau est une équipe qui procède comme ça, avec un bloc bas, avec leurs 5 défenseurs. Donc voilà, donc effectivement, nous, on aurait plutôt été assez bien inspirés, je dirais, de commencer pied au fait au plancher. Parce que justement, une équipe comme Arauz, ce qui est intéressant avec leur plan de jeu, c'est justement de marquer en premier pour les faire sortir du bois. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a fait. On a été cueillis à froid et puis ben clairement l'inertie et la dynamique du match est allée en leur faveur mais dans leur direction. Mais c'est vrai que ça a été vraiment d'un point de vue scénaristique, ça a été vraiment le pire pour nous. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Et après cette ouverture du score, bah, logiquement, Neuchâtel Xamax a pris le contrôle du jeu. Alors les Argoviens nous ont laissé aussi quelque part prendre le contrôle du jeu, hein. C'était un peu les principes des vases communicants. Mais voilà, Xamax a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine à contourner ce bloc. Et finalement, Osvaldo, il faut attendre la 31e minute pour avoir une grosse occasion. Et ça vient sur une phase arrêtée. Oui, avec ce coup franc de Fabio Sainz qui finalement ben, réussit à magnifiquement brosser son ballon sur le premier poteau. Et puis ben, on a affaire à un gardien qui fait plus que son travail puisqu'il va la chercher vraiment au ras du poteau et qui arrive à la sortir avec un extraordinaire arrêt. Là, sur le coup, Sainz n'a pas grand-chose à se reprocher parce il pouvait difficilement mieux la placer. Après,
quand un gardien fait un miracle, c'est compliqué de composer avec, mais ouais, magnifique coup franc de Seitz qui nous crée justement à ce moment-là notre première occasion du match. Alors pour moi, cet arrêt, il doit vraiment rien au hasard et c'est vraiment tout le mérite de Hubel sur le coup parce que, avant de faire le plongeon, on a quand même Varane, un mur qui est extrêmement bien placé et qui il oblige presque Saïz à faire cette frappe-là, à la mettre dans cette zone-là et puis il a plus qu'entre guillemets à être attentif, à voir la frappe partir et puis à bondir mais c'est du bon boulot de la part du portier argovien, il y a pas grand-chose d'autre à dire Varane, hein. Non, non, clairement, des fois, il y a des parades qui ont l'air compliquées alors qu'elles ne le sont pas, alors que celle-ci était effectivement complexe parce que le mur était bien placé. Et puis, il faut aussi dire que Fabio l'a vraiment, a vraiment mis au fait la balle là où c'est qu'il fallait, mais Dubel a fait avec un magnifique coup de rein, a vraiment sorti la balle et là c'était potentiellement un but presque fait quoi. Donc oui oui, très belle frappe de Fabio, mais réponse tout aussi belle de notre ami Dubel qui l'a vraiment sorti le grand jeu et à ce moment-là d'égaliser ça nous aurait fait du bien à un quart d'heure avant la mi-temps, ça aurait été intéressant. Mais malheureusement, notre ami Hubel en a décidé autrement. C'est ça, Marvin en a fait une belle sur le coup. Voilà, Hem c'est ça. Et puis, bah, avant la mi-temps, encore une occasion à se mettre, sous la dent côté Xamaxien à la 40e avec un tir de Streit. Mais cette frappe en fait de Streit, elle est un petit peu, à l'image, c'est un peu un symbole de la première mi-temps de Xamax. C'est-à-dire que Xamax a pris le jeu à son compte, Xamax a essayé, mais globalement, c'était un petit peu trop tendre Osvaldo quand même. Oui, 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 ben, c'est-à-dire que, effectivement, si on regarde le nombre de tentatives adressées en direction de la cage argovienne, il y en a beaucoup. Maintenant, le pourcentage de frappes cadrées est loin d'être satisfaisant. Et puis, ça traduit simplement le fait que, pour la plupart, c'était des tentatives qui étaient très prévisibles pour l'arrière-garde argovienne. Et ça s'est donc terminé comme ça devait se terminer de ce point de vue-là. Ouais. Mi-temps 1-0 pour les Argoviens. Pas de raison pour les 2 entraîneurs de faire des changements à la mi-temps et puis, ben, on repart sur un scénario quasiment, identique avec un Xamax qui, garde le contrôle du ballon et qui tente d'aller gêner les Argoviens mais sans vraiment y arriver. Alors on note une action à la 57e où, Romain Bayard adresse, un centre sur son côté droite et amorti de la poitrine, reprise de Koro Koné. Mais là, Varane, ben, voilà, quand les frappes, elles étaient pas comme celle de Streit un peu timide, elles étaient pas cadrées comme celle de Koro Koné. Oui, alors effectivement, donc là, c'était vraiment une occasion franche, on peut le dire. Bayard sur son côté droit qui a fait un match exceptionnel, il faut le dire. Moi, pour moi, il a été flamboyant, à un poste qui n'est pas le sien. Et je vais être un peu piquant, mais un peu réaliste quand même. Je trouve qu'il a été nettement meilleur que Sédou. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Mais non, non, il a fait un super match. Ça a été vraiment un marteau sur son côté droit. Magnifique centre. Et puis l'enchaînement de Koné, c'est un bel enchaînement, mais malheureusement la frappe passe au-dessus. C'est vrai que d'habitude, Koro, dans ces positions-là, généralement, il la met au fond. Et là, malheureusement, il la met au-dessus alors qu'il n'était pas vraiment attaqué. Mais voilà, c'est un enchaînement assez difficile parce qu'il faut aller vite. Et c'est ce qu'il a fait, mais il a manqué quelques centimètres, malheureusement. Oui. Et puis, ben, le 1er détonateur, de ce match pour Xamax, ben, il intervient, un peu après l'heure de jeu, hein, où, Anthony Breza décide de faire sortir son capitaine Erissa Bedini. On reviendra après un peu sur ce point et faire rentrer Altin Azemi et puis, la récompense, elle est quasiment instantanée puisque Altin Azemi est impliqué sur l'action de légalisation de Jessé Autier, Osvaldo. Oui, effectivement, avec, ben, ce ballon qui va revenir, donc Azemi qui réussit un superbe solo, puis Autier qui est dos au but à 7-8 mètres et qui réussit cette frappe, poteau rentrant en se retournant. Encore une fois, il bénéficie d'espace
mais il a beaucoup de lucidité et un poil de réussite, puisqu'on l'a dit, cette frappe, elle tape le poteau avant de rentrer. Ouais. Avec, comme tu l'as dit, un très très gros travail de la part d'Azemi sur ce but, puisqu'il élimine quand même deux Argoviens avant de servir au tir, Mmh. avant qu'il frappe magnifiquement en pivot et avec beaucoup de sang-froid. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette entrée d'Azemi et sur cette action-là, qui amène, au but, c'est que, Azemi finalement, il a apporté quelque chose qui manquait jusque-là dans les 65 premières minutes de jeu. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas avec des passes à déstabiliser une défense, eh bien, il faut essayer d'aller balle au pied, il faut essayer de dribbler un ou 2 joueurs, il faut tenter. Et puis, non seulement Azemi, il a tenté sur le coup, mais en plus, il a réussi parce qu'il a la qualité technique pour le faire. Et puis, c'était vraiment un choix pertinent finalement de le faire rentrer en jeu à ce moment-là, parce que jusqu'à ce stade-là, Varane, des percussions sur les côtés comme ça, des joueurs offensifs, on n'en avait pas vu. Non, alors effectivement, alors ça aussi, c'est un choix tactique que j'ai pas tellement compris du coach. C'est que quand vous avez une équipe qui joue avec une défense à 5 barre slash une défense à 3, c'est impératif de les marteler sur les côtés pour que les pistons restent bas, en fait. Et puis, il a proposé un milieu, au fait, en losange, et je suis quand même assez surpris parce que je pense qu'il aurait dû continuer avec le 4-2-3-1 et puis essayer de mettre des ailiers justement percutants, Streit d'un côté puis Yazemi de l'autre, parce que il fallait au fait impérativement aller les chatouiller sur le côté et puis faire en sorte que ce bloc de 5 reste écrasé et qu'ils puissent pas monter, voilà, pour les étouffer puis garder au fait un bloc bas. Et puis, effectivement, il a manqué, on va dire, cette prise d'initiative, cette audace, ce culot. Et puis, Bazemi, quand il est rentré, bah, on sait qu'il a ça dans ses cordes. On sait que c'est un joueur qui n'a que 16 ans, mais on voit on voit très très bien que sous le pied, il a de l'or. Voilà, quand il rentre, ça commence à jouer au foot, la balle, elle va plus vite, le jeu est beaucoup plus fluide, le jeu va plus vite, est beaucoup plus vertical. Et puis là, ben, c'est un geste de grande, grande classe. Même s'il a que 16 ans, il en fixe trois. Il en fixe trois d'un coup, il les met dans le vent. Et puis effectivement, euh, dans notre effectif, il nous manque un peu ces joueurs qui ont le grain de folie, qui peuvent justement fixer, qui peuvent éliminer un voire deux joueurs pour justement créer une supériorité numérique. Et je pense que l'entrée d'Azemi a été bénéfique, mais je pense qu'elle aurait dû avoir lieu bien, bien, bien avant. Et je dirais même qu'au coup d'envoi, moi, j'aurais voulu voir au fait Azemi parce que moi, chaque fois, je reste sur ma faim parce que j'aimerais le voir beaucoup plus parce que dans notre effectif, euh, on n'a pas beaucoup ce profil-là. Donc, j'aimerais vraiment le voir beaucoup, 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 mais beaucoup plus à l'œuvre, quoi. Ouais. Et puis on va quand même aussi, féliciter Jesse Autier, hein, qui nous fait quand même un beau geste. Il reçoit le ballon, voilà, un peu dos au but, hein, si je me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça, il prend le ballon dos au but, petit contrôle, il se tourne, il prend l'information rapidement, il frappe, sans élan. Belle finition. Alors un but qui va faire du bien à Jesse Autier, on l'espère, Osvaldo. Oui, oui, je pense que c'est quelque chose, enfin, c'est ce genre de joueur qui a besoin de confiance. Et s'il est en confiance, c'est un de ces joueurs qui peut changer la phase de nos matchs. On sait il a ce grain de folie qui par moments nous manque. Et c'est certain que ben, on a besoin d'un Jesse Autier en confiance, notamment pour les échéances, et je dirais plus particulièrement pour l'échéance à venir. Ouais, Donc on va moi j'ai vraiment l'impression que voilà, sa saison a été lancée, sur ce match parce que, on en reviendra après, mais sa performance globale a été plus que positive. Voilà, égalisation xamaxienne, il reste, une bonne demi-heure de jeu en comptant le temps additionnel. On se dit que voilà, il y a moyen d'aller chercher la victoire parce que
depuis l'ouverture du score, Haro n'avait pratiquement pas mis le nez à la fenêtre, hein. Il s'était contenté de défendre, de bien défendre, hein. Ça c'est clair qu'ils l'ont très bien fait. Mais sans surprise, il y a, une fois qu'ils ont pris le 1-1, eux ne pouvaient pas se contenter d'un match nul, hein, sur ce match. Donc voilà, ils ont repris un petit peu l'ascendant, je dirais à partir de la 70-75e et puis malheureusement, ils nous ont cueillis une deuxième fois à froid, à la 81e. Varane, c'est sur une action qu'on n'aime pas voir, hein, vraiment. Quand c'est l'adversaire qui l'a Ouais, fait. ouais, bah effectivement, on se fait cueillir et puis bah c'est là aussi qu'on voit que Varao joue le haut du tableau parce que ils ont une gestion des momentum positifs et négatifs supérieurs à nous. C'est vrai que pendant une grande partie du match, ils ont fait le dos rond. Et puis là, ben, à 10 minutes, 20 quarts d'heure de la fin, ils ont mis un petit coup d'accélérateur. Puis là, bah, c'est un décalage sur notre ami, je crois, Dickenman, je crois, Ouais. ancien joueur de Lille. Et puis, donc il est seul, on le décale, il centre Rater, un centre intelligent et souvent dangereux. Rater fort devant le but, entre les 5 mètres et le point de penalty. Et puis là, bah, c'est notre ami Afrier qui évidemment n'avait pas marqué depuis le mois d'août. Et il s'est dit que la disette était un peu trop longue. Et avec un petit plat du pied, il marque. Mais là, c'est clairement un coup de massue parce que ben voilà ben clairement Arao avait commencé à mettre le pied à l'étrier puis ben eux pour marquer un but ils font beaucoup moins d'efforts que nous parce que nous pour remettre le premier but on a dû créer un volume de jeu quand même assez énorme et puis eux ben voilà quoi ils ont été beaucoup plus efficaces et puis ils ont été beaucoup plus réaliste et beaucoup plus tranchant dans les deux momentum. Et puis voilà, puis à ce moment-là, ben, c'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. Et puis c'est à ce moment-là qu'on se dit que le match prend quand même une tournure qui sont pas très très bons pour nous, quoi. Non, effectivement. Et ce but, tu te dis, hein, Varane, il est pas intervenu sur un contre. Il y avait déjà une phase. Ça faisait déjà 3 à 4 minutes que Haro mettait le nez à la fenêtre, même s'il n'y avait pas eu de tir ou de tir cadré. Mais ils avaient repris un peu possession du jeu. Alors, tu le soulignais avant, Varane, que nous, on n'avait pas assez exploité l'étirement du jeu sur les côtés. Mais sur cette action, Osvaldo, eux, ils l'ont très bien fait, hein. Une action qui commence plutôt sur la gauche de l'attaque argovienne, qui étire sur la droite, et un bloc xamaxien qui est doublement aspiré et qui nous, voilà, ils nous ont voilà, collé une action voilà, parfaite, presque les Argoviens, même si on peut regretter un peu le placement, Osvaldo, de la défense sur ce coup. Ouais, mais ils nous ont baladé propre en or, tu peux y aller, hein. Non, c'est honnêtement, c'est très très bien joué de leur part. C'est vrai que quand tu vois quand même déjà la liberté qu'a le joueur, déjà qui dévie avant même de parler du buteur, c'est encore une fois, il y a des grosses questions quand même à se poser sur le positionnement de la défense, sur ses phases défensives, sur ses centres quand on accélère. Comme tu l'as dit, Varane, je veux dire, il aura suffi pratiquement. Enfin, notre impression, c'est qu'il aura suffi pratiquement d'appuyer sur l'interrupteur pour dire bon, ben la plaisanterie a assez duré, on va leur en remettre un. Alors que nous, on a dû suer sang et eau pour obtenir l'égalisation, quoi. Et c'est vrai que cette différence dans les deux surfaces, elle est assez effarante, quoi. Oui, et voilà, on sentait l'action venir, hein, aussi. Ils écartent sur le côté droit, le bloc xamaxien coulisse, mais en fait, à aucun moment, c'est assez flagrant, hein, en revoyant les images, c'est que tous les joueurs xamaxiens suivent le ballon des yeux. Alors, c'est clair que c'est important de suivre le ballon des yeux, hein, c'est l'outil principal d'un footballeur. Mais dans des actions comme ça, on doit aussi avoir un regard sur l'homme et voir dans quelle direction se dirigent un peu les joueurs pour essayer d'aller anticiper, d'aller contrer. Et personne ne fait ça. Et du coup, on défend presque un peu en reculant, mais en trottinant, alors que les Argoviens, eux, ils poursuivent leur course en avant. On le voit à un moment,
Il y a Guzzo qui est vraiment tout à gauche, il y a Bobadilla, il y a le buteur Afriyé, il y a également Chacon qui est encore dans la zone, et il y a aussi il y a encore le joueur qui est rentré, Frocaille, là, qui fait le premier des deux décalages sur le côté. Eux, ils continuent vers l'avant, et puis ils sont prêts à reprendre un ballon. Enfin, si c'est, il y avait vraiment donc le Chacon qui fait la feinte, mais qui pouvait reprendre le ballon. Ensuite, Afrier qui reprend le ballon. S'il la reprenait pas, il y avait Bobadilla. Si on repoussait derrière, il y avait Zoukit qui était à la ligne des 16 mètres. Enfin, c'était bien attaqué de la part des Argoviens, mais c'était horriblement défendu de notre part à nous. Et puis voilà, Meragic qui est littéralement fusillé sur le coup, pas grand-chose à lui reprocher. Le joueur est seul à 5 mètres, il reprend le ballon, il faudrait des réflexes surhumains pour pouvoir arrêter cette frappe, chose qu'il n'a pas eu sur le coup. Donc voilà. Ça répond à une logique implacable, comme disait Luigi. Haro a accéléré quand il l'a voulu, il a marqué, et puis derrière, ils ont bien défendu. Et voilà, et bravo à eux, hein. Quelque part, ils ont fait leur match, mais c'est hyper frustrant pour nous, puisque voilà, on ne réussira pas à égaliser, malgré quand même une action à la 92e, dans le bout du temps additionnel. Ah, avec une équipe en confiance, Osvaldo, celle-ci, elle finit au fond. Certainement, mais Une équipe en voilà. confiance et puis un gardien, voilà, un peu sous pression ou autre, mais c'est Mais extrêmement bien joué parce que honnêtement, Osvaldo, alors on parle de cette action avec un débordement, si je me trompe pas, de Fontana, le ballon arrive à Bayard qui le remet directement. Alors, elle vient fort hein, sur ça, il arrive pas vraiment à la reprendre, elle lui rebondit plus dessus. Mais de nouveau, Hubel a feiné sur ce coup parce que moi, en revoyant l'action, pour moi, la plupart des gardiens sur une action comme ça, soit ils sont encore sur le poteau de l'autre côté, soit où ils sont du but, mais là, il est à l'extrême gauche de son poteau et il est exactement à l'endroit où reprendre le ballon. Je ne sais pas si c'est du hasard ou si c'est vraiment il sent bien le coup, mais voilà, il fait de nouveau un arrêt incroyable. Alors je pense que le placement est un peu dû au hasard, mais alors ensuite le réflexe, il est là, Osvaldo, hein. Il y avait un consultant qui exerce encore à la RTS aujourd'hui qui disait qu'on banalisait un petit peu la phrase pour un gardien où on disait il est sur la trajectoire. Et il disait mais le Ouais, bon gardien il est sur la trajectoire. Je ben oui. pense que ça résume assez bien ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il a le sens de l'anticipation et puis il sait exactement où se placer et il sent où va arriver le ballon. Et voilà, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Alors lui, son job, c'est effectivement de tout le temps suivre le ballon, hein, ça c'est clair. C'est le job du défenseur de suivre les hommes. Mais voilà, Haro, Varane, finalement, sur ce match, a gagné en équipe complète. Ils ont bien défendu en bloc, ils ont bien attaqué en bloc, et quand ils ont été légèrement dépassés, ils ont compté sur un bon gardien qui les a tenus dans le match. C'est pas plus compliqué que ça, des fois, le foot, hein. Ouais, bah effectivement. Puis après, bah, je crois que ils ont un plan de jeu à Raoult qui est très très clair. C'est une équipe effectivement qui pense d'abord à défendre et puis après ils ont quand même 20 ou deux joueurs qui manient quand même le ballon assez bien. D'autant plus qu'il manquait Fazliou qui est quand même leur chef d'orchestre, qui est vraiment le maître à jouer, qui est le cerveau de cette équipe. Mais non, voilà, Barrow, c'est une équipe qui d'abord mise sur un schéma de jeu solide, sur un équilibre d'équipe avec un bloc équipe assez bas. Et puis devant, ils ont des joueurs quand même intéressants avec ce filet, avec Afriyé aussi qui est un attaquant intéressant. Donc voilà, non, ben voilà, je pense qu'ils sont plus en avance que nous, je dirais, dans la programmation, dans la vision. C'est clairement une équipe qui veut monter, une équipe solide, claire. Et puis nous, ben, on est toujours un peu entre deux. On sait pas trop. Voilà, donc je pense que pour battre des équipes comme Arao, ben, il faut encore qu'on mange un peu de soupe, quoi, parce qu'on est encore un peu léger.
Effectivement. Avant de passer, aux choses qu'on a bien aimées et moins aimées, on va revenir sur les stats. Tu l'as évoqué avant, Osvaldo. C'est des stats qui sont indécentes. 64% de possession de balle pour Neuchâtel Xamax, 21 tirs à 7 pour Xamax, 5 tirs cadrés à 2 pour, Xamax également. Forcément 4 arrêts du gardien, aucun arrêt pour, Omer Agic. Les 2 fois que le ballon était cadré, il a dû aller le chercher au fond de ses filets. Alors, voilà, les stats pour le coup, elles ne mentent pas. Elles montrent d'un côté le réalisme froid des Argoviens et puis le manque de réalisme lui aussi très clinique des Xamaxiens. Cadrer 5 tirs sur 21, ça suffit pas. Bah, ça devrait suffire Ben si le non. gardien fait pas les arrêts, mais Non, mais bon, je veux dire, alors oui, dominer, parce qu'on a eu plus de. Mais même moi, cette histoire de 5 tirs cadrés sur 20, sur 21, au final, et là, j'ai de nouveau les occasions enfin, les statistiques sous les yeux, grâce à une application bien connue. Oui, tu as tiré 3 fois plus que ton adversaire, mais au final, même si je n'aime pas cette stat et j'aime pas trop l'exagération qu'on en fait autour. C'est 1,28 d'expected goals à 1,27, messieurs. Avec trois ouais. fois plus de tirs tentés. Donc on est complètement enfin, au niveau de la dangerosité des occasions, on est là. Je veux dire, dominer n'est pas gagné. La domination stérile, c'est encore moins gage de réussite. Et on le voit. Je veux dire, oui, ok, on a mis de l'énergie, on jouait à domicile, on s'est senti peut-être pousser les ailes, mais en même temps, moi, c'est un peu l'impression que j'avais aussi depuis les tribunes, c'est-à-dire que combien de frappes véritablement il y en a quelques-unes où effectivement Hubel est là, mais il y en a beaucoup aussi qui sont tentés un peu avec la force du désespoir, quoi. Mmh. Clairement. Et ça fait mal de le dire, mais c'est la Parce que différence entre une équipe première du championnat et nous, quoi. Parce que Osvaldo, il y a un chiffre intéressant, mais est-ce que tu as les XG de Arau et puis les nôtres? Parce que c'est ça Oui, qui, au il fait, l'a dit. est important. C'est ce que j'ai Ouais, dit. c'était les comptes. XG d'Aro 1,27 et nous Ouais. 1,28. Voilà. Ah ouais, 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 voilà. Donc, ouais, ouais. Excuse-moi, ouais, j'avais eu le 1,27, mais pas le 28. Donc, oui, oui, Ouais, non, non, nous, on mais. est 1,28 et eux 1,27. Ouais. Ouais. Ah ouais, donc au fait, sur les frappes réellement dangereuses, ça se tient. Donc, oui, oui, non, non, mais voilà. Donc, au fait, oui, on a tiré beaucoup plus qu'eux, mais si on va vraiment dans le vif du sujet, ils ont peut-être pas autant volé que ça. Et si on prend par mi-temps, excusez-moi, mais si on prend sur la première mi-temps, on a 0,37, ils ont 0,6. Et si on prend la deuxième mi-temps, on a 0,91, ils ont 0,67. Mmh. Ah oui. Voilà. Mhm. Si on prend par mi-temps, c'est 10 tirs de cadré et 4 tirs encadrés enfin, si tu prends nous 10 tirs de cadré et eux 4 tirs encadrés en première mi-temps. Et puis, nous, c'est 11 tirs, 3 cadrés et eux 3 tirs encadrés en deuxième mi-temps. Voilà. Mmh. Donc, OK, messieurs, on a bien aimé sur ce match. Je vais te donner de la parole à toi en premier, Varane. Tu l'as déjà évoqué avant. Bah, je vais le dire, hein, tu as beaucoup aimé déjà la prestation de Romain Bayard. Oui, non, non, fantastique. Moi, c'est le genre de joueur qui me transcende derrière mon écran. C'est le genre de joueur qui me fout les frissons. J'ai les larmes aux yeux. Enfin voilà, c'est des joueurs. Si je dois partir à la guerre avec un mec, c'est lui. Voilà, c'est le soldat. Tu le mets partout, il est fiable. C'est chaque fois le meilleur homme de son équipe. Il a jamais rien. Et puis il a fait une prestation comme barrière droit, mais fantastique quoi. Il était au four et au moulin. Il a centré en plus des centres ultra propres. Il montait chaque fois, c'était hyper approprié. Et puis lui, bah, on sent que c'est un mec perdre. Il aime pas ça. Et je crois que dans notre équipe, on n'en a pas assez. Et lui, au fait, clairement, tu vois que quand il perd, il passe une sale semaine. Donc voilà. Donc voilà. Moi, c'est un mec. Franchement, quand il est arrivé, j'avais pas tellement d'attentes. Et franchement, c'est une magnifique surprise. Moi, je suis fan de ce mec. Voilà. Voilà. Moi, je suis fan de ce mec. Et vraiment, vraiment, pour moi, c'est vraiment une magnifique surprise. Ouais. Franchement, le spectateur neutre qui connaît pas Xamax,
il avait aucune raison de savoir que Romain Baillard n'est pas un latéral droite naturel. Il a fait plus que remplacer Krasniqi puis Seydoux, les deux titulaires, enfin les deux joueurs naturels à ce poste-là. Il a été excellent. Moi, je craignais vraiment que défensivement, il soit en difficulté. Il n'en a rien été et et qu'il soit aussi peut-être un peu limité dans l'apport offensif et il n'en a rien été. Il a été performant des deux côtés du terrain. Voilà, la seule ombre au tableau pour lui, c'est qu'il a pris un carton jaune et il sera suspendu à Vaduz pour le coup. Mais ouais, vraiment performance XXL de Romain Baillard sur le coup. D'autres choses qui t'ont plu, que ce soit individuellement ou collectivement, Varam? Oui, alors j'ai beaucoup aimé la prestation de Fabio Saiz. Encore une fois, il nous a sorti une masterclass. Voilà, donc je crois que c'est un joueur qui a vraiment atteint le stade de sa maturation. Les autres saisons, pour plusieurs raisons, des raisons tactiques et des raisons médicales, parce qu'il a eu pas mal de petites blessures qui l'ont freiné. Mais aujourd'hui, c'est clairement un homme indispensable. Le fait qu'il joue un peu plus haut, comme je l'ai dit souvent, ça fait qu'il est beaucoup plus lucide en attaque, dans la zone offensive. Et puis, toutes les balles dangereuses transitent par lui. Donc c'est vraiment un joueur aujourd'hui qui est indispensable et je trouve qu'il a vraiment, il a vraiment fait un upgrade fantastique. Et puis à chaque match, au fait, c'est un joueur, moi, il me régale parce qu'il sait tout faire. C'est vraiment ce milieu de moderne, box-to-box. Il est bon à la récup, il relance bien, il est toujours bien placé, il joue entre les lignes. Voilà, franchement, c'est un joueur qui me régale et il a de nouveau été excellent. Et c'est dommage parce qu'il aurait mérité ce but à la fin, parce que je pense que ça aurait été la cerise sur le gâteau. Et c'est peut-être là où il peut encore progresser encore un tout petit peu. C'est qu'au fait, je pense que des fois, il peut être encore un tout petit peu plus décisif parce qu'il amène tellement de choses. Il amène tellement de choses et il a de nouveau été super de vendredi. Et puis, la troisième chose que j'ai aimé, au-delà du but, mais c'est l'attitude de Jessé Autier, qui est un joueur, c'est vrai que cette saison, il était un peu en panne de confiance. Et là, j'ai retrouvé le Jessé Autier que j'aime bien. Je l'ai trouvé vraiment dans le coup. Il a fait, surtout sans ballon, c'est un joueur très, très, très intéressant parce que c'est un joueur, il attaque la profondeur. C'est un joueur qui vraiment, sans la balle, court beaucoup. Il s'est vraiment démené sur le front de l'attaque. Et là, pour le coup, le but qu'il met, ça a été vraiment la récompense de ce travail de l'ombre qu'il fait. Et voilà, moi, c'est un joueur que j'apprécie parce que c'est un joueur qui est humble, c'est un joueur discret, mais c'est un joueur qui est précieux. Et je suis vraiment très content pour lui parce que ça a été, ce but, ça a été vraiment une belle récompense pour lui de tout ce travail fourni et surtout de son état d'esprit qui est vraiment exemplaire. Merci, Varam. Osvaldo, en plus de ce que Varam a déjà dit, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont beaucoup plu sur ce match? Je j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je suis quand même assez content. Effectivement, enfin, je suis content d'avoir ces mecs. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui ont pu passer ces derniers temps, en tant que joueurs récents du Stade Lozanouchi, qui nous ont rejoints. Alors, il y a eu des transferts du SLO qui n'ont pas été forcément toujours extraordinaires, on les connaît, mais c'est vrai que Bayard, je l'avais déjà bien apprécié au Stade Lozanouchi. Puis c'est vrai que ce que tu disais, Varam, je te rejoins totalement sur les caractéristiques tant techniques que humaines et mentales du joueur. Très content d'avoir pu voir finalement un Jessie Autier qui marque dans ce genre de match euh, avec une passe décisive d'un aussi jeune joueur. Parce que finalement, on sait que voilà quoi, dans ces matchs où il nous manque des machas et on cherche un petit peu ces joueurs pour prendre le relais. Et moi, Autier, je continue de dire que ça reste un de nos meilleurs éléments offensifs aussi. Enfin, je veux dire, on a vu dans la partie du deuxième tour la saison passée, quand on commençait à trouver les automatismes offensifs, il faisait partie de ces joueurs qui faisaient la différence. Donc, ça c'est clair.
J'ai franchement, j'ai pas grand-chose à non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Mmh. OK. Alors, pour un peu, compléter par rapport à ce que tu disais sur Jesse Odier, ce que vous disiez messieurs sur Jesse Odier, j'ai comme je disais avant, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il démarre sa saison sur ce match et puis il était aussi dans un système qui, à mon avis, lui convient mieux. Il joue beaucoup mieux, il est beaucoup plus dans son élément dans une attaque à 2 que seul en pointe ou alors sur un côté en tant qu'ailier. Donc, je pense que c'est comme ça, dans ce système-là, qu'on peut, l'exploiter plus. Alors ce système-là, Anthony Breza, quand il avait plus de choix, il a pas forcément choisi de le faire. C'est clair qu'avec des Massaï, selon pointe, ça fonctionnait bien, donc il y avait pas forcément de raison de changer. Mais en cours de match, quand il y a besoin d'amener un peu plus d'élan offensif, c'est à mon avis plus dans ce rôle-là qui peut amener quelque chose. Donc, voilà, très content pour lui et pour l'équipe de le voir, combattre comme ça et peut-être récompensé par un but. Combattre, je pense que c'est un peu ça a été un peu le maître mot aussi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Globalement, l'équipe, elle a pas baissé les bras, après ces 2 coups du sort parce qu'elle a cherché à reprendre le jeu en main après l'ouverture du score argovienne et puis même après le 1-2, elle s'est pas complètement effondrée. On aurait pu, assister à un troisième, voire un quatrième but argovien. Ça s'est déjà produit parfois dans des scénarios similaires et là, ça n'a pas été le cas. Elle est repartie vers l'avant. Elle s'est créée encore, une grosse chance, pour revenir au but. Donc elle a vraiment rien lâché, heu, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au coup de sifflet final et je pense que c'est un des changements les principaux par rapport à la saison dernière. C'est que, l'équipe globalement est beaucoup plus guerrière qu'elle ne l'était. Elle est pas toujours récompensée, c'est aussi le foot, hein, on peut pas gagner tous les matchs, mais globalement, il y a une attitude quand même, voilà, beaucoup plus à se battre et à rien lâcher et là, ça a été vraiment le fait de toute l'équipe. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux choses qu'on a moins appréciées sur ce match. On les a déjà un petit peu évoquées. Là aussi, honneur à toi, Varam. Alors, dans les choses que j'ai moins aimées, bah déjà, il y a la composition d'équipe. C'est vrai que c'est quand même il y a quand même eu deux, trois choix dont j'ai pas été super fan, notamment ben, la défense centrale et puis aussi le fait qu'on n'occupe pas du tout, voire très peu les ailes avec une équipe justement qui joue défense à 3 voire à 5. Ça a été des choses que j'ai pas tellement aimé. Ensuite, Abedini, voilà, je sais plus à quel sein me vouer au fait. Ça commence à me peser au fait cette histoire parce que enfin, je sais pas si je suis le seul au fait à voir ça, mais au fait, on arrive à un stade où c'est plus possible au fait, où c'est je vais être un peu dur, mais malheureusement sa présence c'est vraiment une tare au fait parce que ce que je veux dire, sans ballon il est pas bon. Euh, il est mauvais dans la lecture du jeu, ce qui fait qu'il est mal placé. Donc souvent, bah, il fait des fautes grossières et il prend des cartons. Quand il doit couper, il coupe pas. Comme je le répète souvent, mais un joueur qui fait 1,90 m, normalement, j'attends qu'il gagne des duels alors qu'il n'en gagne pas. Moi, j'attends un joueur avec un peu plus d'énergie et je le trouve pas super énergique. Et puis, quand il a la balle entre les pieds, ben, ça n'apporte rien. C'est chaque fois des passes élémentaires. Et puis, même les passes élémentaires, maintenant, ça commence à devenir presque une entreprise presque périlleuse. Donc voilà, quoi. Et de nouveau, il sort à la 64e. Et puis, sans être méchant, mais c'est, à mon avis, c'est un constat assez factuel. En tout cas, c'est mon constat à moi. Mais quand il sort, eh bien, on joue mieux. Voilà. Et pour moi, c'est problématique que le moins bon joueur de notre effectif, presque, soit capitaine. Et je trouve quand même assez particulier d'avoir mis au centre du projet avec le brassard de capitaine quand il fournit ce genre de prestations. Et c'est pas une fois, c'est systématique depuis le début de la saison. Donc voilà, moi, ça commence à me poser au fait un sérieux problème. Ouais, Osvaldo, tu veux rajouter un peu des choses par rapport à ça?
Non, mais je vais me permettre une petite anecdote sur, sur Abedini. J'ai croisé vendredi au stade une vieille connaissance que je connais depuis des années. Je vais pas citer son nom, mais de toute façon, il nous écoute pas, donc je me permets quand même de dire ce qu'il m'a dit sans trahir son nom. Mais oui, il m'a dit qu'en gros, au moment du retour d'Abedini, il avait lâché sur les réseaux du club un commentaire comme quoi il est revenu parce que moi, je me rappelais pas de son premier passage. Et en fait, il s'est fait allumer par une ou deux supportrices sur les réseaux qui disaient: Ah ouais, mais tu suis pas l'actualité du club, c'est ouf, c'est un scandale, machin et tout. Bah, le gars, il revient. Et puis, voilà, il est nommé capitaine, alors qu'en plus de ça, on a des joueurs locaux qui portent encore ce qu'il y a de peu de local dans ce club. Et puis, enfin voilà quoi, on se dit qu'il y a pas si longtemps que ça, Epito était capitaine, puis aujourd'hui c'est Abedini, alors qu'Epito est toujours dans l'effectif. Alors je suis pas là en train de dire que le brassard, ça doit être nécessairement quelqu'un qui joue au club même quelqu'un qui est mauvais, mais quand tu vois comme l'a dit Varane, quand tu vois son niveau, moi je comprends pas que depuis le temps qu'ils sont en première équipe, ce brassard ne soit pas de manière fixe autour soit du bras de Saïd, soit du bras d'Epito. Et qu'on fasse voilà, qu'on mette sur le banc des joueurs du cru en considérant qu'ils sont en méforme, mais qu'Abedini continue de jouer. C'est de ce point de vue-là, je dois admettre que alors on sait, on connaît la phrase toute faite, on est tous entraîneurs depuis notre canapé, c'est simple d'être. Oui, mais le problème c'est que personne ne te comprend. Personne ne comprend. Et quand personne ne comprend les choix, c'est que même ceux qui normalement s'y connaissent le mieux, c'est problématique. Ouais, il y a le double débat, hein, vraiment. Là, autour, il y a le débat autour du Capitana, mais il y a le débat surtout, je pense, autour de ses titularisations régulières. C'est encore plus problématique parce qu'il est capitaine. Mais Eris Abedini n'est pas au niveau depuis le début de la saison. C'est une évidence. Et si le coach ne voit pas ça, il y a un problème. Il y a un problème s'il voit pas que cet élément-là, ben voilà, il est le maillon faible de l'équipe. Vraiment, je pense qu'on peut le dire, c'est le maillon faible de l'équipe. Alors, il n'est pas responsable sur tous les buts qu'on a pris depuis le début de la saison, mais tu l'as dit, Varane, son filtrage défensif n'est pas bon. Et au niveau offensif, il apporte pas grand-chose, pour pas dire pas du tout, et il rate des passes élémentaires. C'est un joueur qui n'est pas au niveau de ses coéquipiers actuellement. Donc déjà, rien que ça justifierait de le mettre sur le banc. Mais nous, on fait l'inverse, on le met capitaine. Alors, on fait des choix. Anthony Breza voulait brasser un peu les cartes. Ok, il tente des choses. Mais on est au 15e match, bon sang de bois. On est quasi à la moitié du championnat. C'est beau, les constats, on les a faits là. C'est bon, maintenant, on prend les décisions qui s'imposent et on le met sur le banc. Je veux dire, ça suffit là. C'est plus possible de continuer comme ça. Et moi, ça me fait encore réagir maintenant. Ça me faisait déjà réagir après le match, mais ça m'a fait encore plus réagir quand on a entendu les propos d'Anthony Breza sur Blue Sport en interview d'après-match, où il réagit aux propos d'une spectatrice qui aurait dit bien fait au moment où Xamax a dit a encaissé le deuxième but, pardon, je bafouille un peu. Et puis Anthony Breza justifie, il réagit en disant pourquoi elle me dit ça? Parce que je fais rentrer les jeunes. Non, non, c'est pas pour ça, à mon avis, qu'elle a réagi, cette spectatrice. Elle a réagi parce que pendant 65 minutes, on n'a pas joué avec les meilleurs hommes possibles sur le terrain, malgré les blessures, malgré la cascade de blessures. Et c'est là où, à mon avis, pour moi, cette défaite, elle est vraiment pour Anthony Breza. Parce que même avec une avalanche de, de blessures qui limitait ses choix, il arrive encore à se planter. Je suis désolé, hein, je suis un peu sévère, messieurs, mais et peut-être qu'Anthony Breza réagirait aussi à mes propos, mais c'est voilà, et il est pour lui. Si il ne donne pas l'explication sur la titularisation des deux défenseurs centraux, eh bien, ça justifiait pas. Johan Epito et
et Léon Bergsma sont largement nos meilleurs défenseurs centraux séparément et quand ils jouent ensemble. Ils sont aptes, ils sont pas sur le terrain, on ne sait pas pourquoi. Erissa Bedini, moins bon joueur depuis le début de la saison, il est encore titulaire, on ne sait pas pourquoi. Au bout d'un moment, c'est le coach qui doit prendre des responsabilités. Les joueurs, ils se sont battus sur le terrain, ils ont une attitude exemplaire. Alors, oui, ils ont manqué de tranchants en phase défensive. Oui, ils ont manqué de tranchants, surtout en phase offensive. Oui, ils ont eu affaire à un adversaire expérimenté et puis très efficace dans son plan de jeu. Mais au bout d'un moment, quand un coach n'aligne pas la meilleure équipe possible selon la plupart des suiveurs autour du club. Hein, il n'y a pas que nous qui disons ça. On se balade quand même au stade, on écoute encore les choses et personne ne comprend pourquoi Erissa Bedini est encore capitaine et surtout titulaire dans cette équipe. Eh bien, au bout d'un moment, on doit imputer les défaites au choix du coach et pas aux joueurs qui sont sur le terrain. C'est lui qui est responsable de ça. Enfin, voilà, je sais pas si vous voulez réagir à ces propos, messieurs. Oui, bah, moi, je me suis amusé un petit peu à calculer la moyenne d'âge de notre équipe au coup d'envoi, parce qu'il me semble que cette histoire de faire jouer les jeunes, c'est un peu l'argument tarte à la crème et l'argument quand même pour cacher la poussière sous le tapis. Au coup d'envoi, notre équipe avait une moyenne d'âge de 26 ans presque et demi, donc 26,36. Voilà, donc moi personnellement, cette histoire de faire jouer les jeunes, je la comprends pas tellement. Vu qu'au coup d'envoi, le plus jeune, c'était Streit qui a 20 ans. Ensuite, vous avez un joueur comme Oti qui en a 22, mais qui en est déjà à sa troisième ou quatrième saison de Challenge League, donc on peut plus tellement appeler ça un jeune premier non plus. On a Fontana qui a 22 ans, mais qui est déjà aussi gentiment à sa troisième saison de Challenge League, et c'est l'un des meilleurs, donc je vois pas trop l'excuse. Après, vous avez un Caraco qui a 23 ans, enfin voilà, qui est aussi un très bon joueur, donc je pense pas que c'est l'excuse aussi. Donc, effectivement, moi je te rejoins. Je pense effectivement qu'il y a des choix qui sont juste d'incompréhensibles. Et moi, j'aime bien l'idée que l'entraîneur doit faire le moins de dégâts possible. Ça se traduit par notamment mettre la meilleure équipe possible. Or, ben voilà, il y a des choses dont on comprend pas. Alors oui, alors après on va nous dire qu'on n'est pas au fait à l'entraînement, blablabla. Bla, 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 bla. Mais c'est vrai que quand tu as ta défense centrale qui est sur la feuille de match et que les deux sont sur le banc, moi ça me semble quand même un peu fort en café. Et puis il y a aussi cette histoire avec Azemi. Alors oui, d'accord, il est jeune, mais chaque fois qu'il rentre, il nous démontre par A plus B que ce gamin, il est hors norme. Alors fais-le jouer un peu plus. Parce que en 20, 25 minutes, une demi-heure, c'est très souvent la passe D ou le but. Mais moi, j'aimerais bien le voir une fois 90 minutes. Parce que moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Parce que si en 20, 25 minutes, une demi-heure, il arrive à faire passe D, voire but, moi, j'aimerais bien voir ce qu'il produit sur tout un match. Et puis à Bedini, ça suffit. Voilà, c'est pas du tout une bataille ou une croisade personnelle, mais Non, on n'a rien quand vous contre le avez. joueur personnellement. Mais Hein. c'est vraiment. On analyse factuellement, et moi, c'est comme j'ai dit souvent, c'est que qu'avec la balle, ça soit pas Modric. Alors, moi, je comprends, mais alors, ça veut dire que sans ballon, il est bon. Et ben, même pas là. Au fait, il n'y a rien, parce que, par exemple, je prends un exemple, Perret, Petchon, ça n'a jamais été un grand technicien, mais sans ballon, il était extraordinaire. Et que si tu enlevais Perret, c'était plus le même Xamax parce qu'il avait une vision du jeu, il avait une science du jeu. Vraiment, sans la balle, il était formidable. Et puis avec la balle, il faisait des choses simples, mais qui étaient fonctionnelles et qui faisaient tourner l'équipe. Voilà. Mais le problème avec Abellini, c'est qu'il a ni l'un ni l'autre. Or, il ne sert à rien. Et un joueur qui ne sert à rien, si on ne veut pas faire de dégâts en étant coach, c'est le banc. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Et vraiment, moi, j'aimerais dire au fait autre chose sur Abedini. Mais le problème, c'est que les faits nous disent ça. Ouais. Ouais, complètement. Et ouais, on ne sait plus trop quoi dire par rapport à ça parce que ce constat, finalement, on l'a fait depuis plusieurs matchs. Mais c'est vrai que là, les propos d'Anthony Breza, Osvaldo, enfin, il détourne le sujet dans cette interview quand même.
Bah oui, bah c'est la c'est détourner le sujet, c'est chercher des excuses et puis je suis désolé, même si ça te frustre, même si ça te vexe, déjà il y a quelque chose de chez l'être humain qui s'appelle la remise en question, déjà. Et puis, deuxièmement, si tu es coach professionnel, ce genre de critique d'une spectatrice lambda, ça doit te passer largement, largement, largement au-dessus de la tête. Ou alors, si ça te vexe à ce point-là, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que si vraiment tu pars du principe que tu n'as, aucune responsabilité dans ces critiques-là, ben, ça te vexerait pas autant. Et on en a la preuve contraire, c'est qu'il sait, il sait. Est-ce qu'il sait? Mais je pense que il a une petite idée d'où vient cette critique. Et, et que voilà, quoi. Je pense que s'il se balade dans les rues de Neuchâtel, je pense qu'ils sont, comme vous le dites, beaucoup à lui dire la même chose. Mmh. On en viendrait presque, à être un peu parano dans cette histoire et puis de se dire que, voilà, il y a des décisions, qui viennent d'au-dessus le coach qui imposent à Iris Abedini d'être titulaire. Franchement, Varane, ça pousse à ça, hein, quelque part. On n'arrive pas à imaginer qu'un coach expérimenté comme Anthony Breza ne voit pas que ce joueur n'est pas au niveau. Non, mais c'est clair. Et puis, d'autant plus, on sait que pas seulement chez nous, mais même ailleurs, qu'il y a certaines, on va dire, contraintes contractuelles, qu'il y a certains joueurs qui, au fait, quand ils signent leur contrat, ben, il y a des alinéas spéciaux. Et là, effectivement, on pourrait clairement se poser la question parce qu'en plus, je veux dire, c'est un joueur qui revient déjà, son premier passage n'a pas été mémorable. Il revient en étant capitaine. Alors, comme Osvaldo l'a bien dit, déjà, je pense qu'il n'est pas légitime, qu'il y avait bien d'autres joueurs qui étaient bien plus légitimes que lui. Et puis en plus, le coach, et puis ça, ben, on peut lui donner crédit, il y a quand même eu plusieurs fois où il l'a sorti de façon anticipée. À Yverdon, il est sorti à la mi-temps. Il y a régulièrement des matchs où il sort à la 50e, 55e, 60e, Avantage 65e. du capitaine, ça. Non, mais bien Voilà. sûr. Mais après, moi, je pense que c'est aussi au coach de s'imposer et que même si c'est écrit dans un contrat, c'est de dire, moi, je dois faire tourner cette équipe et cette équipe ne tourne pas, voire elle tourne au ralenti quand il est aligné. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, c'est aussi à l'entraîneur de s'imposer parce que c'est lui le chef d'orchestre et que s'il veut jouer une bonne partition, il veut jouer sa partition à lui, il doit l'enlever. D'autant plus qu'on a pris Caraco, qui est un joueur qui est intéressant, qui est encore un peu brut sur certains aspects, mais qui est beaucoup plus intéressant et qui fait surtout beaucoup moins de dégâts que d'Abedini. Et puis surtout que Caraco, c'est un joueur qui a 23 ans, c'est un joueur sur lequel on peut travailler, et puis on sent qu'il en a sous le pied. Alors c'est un diamant un peu brut, il faut un peu le polir, mais franchement, ce que je veux dire, si on avait vraiment personne, tu dis bon, bah alors faute de, alors on le met, mais on a Caraco, faites-le Ouais. jouer. Voilà. Après ce que vous dites, les gars, sur les obligations contractuelles et tout, je veux dire, on a eu un invité, et ça fait déjà un petit moment, une forte personnalité qui a joué à Xamax, qui nous parlait lors d'un passage à balle d'un joueur qui jouait à sa place pour des raisons contractuelles parce qu'il s'était fait prêter par la Juventus puis qu'il devait jouer X matchs. Je crois que c'était la Juve ou un autre club, je sais plus maintenant. Donc c'est quelque chose qui, et on parle du début des années 2000, donc si ça arrive, enfin si c'est le cas, faut pas non plus, enfin moi je tomberai pas de ma chaise parce que je trouverai pas d'autre explication Mmh. que des obligations contractuelles, il doit jouer X matchs dans l'année. Mais je veux dire, le problème, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas dans des championnats de bienfaisance, quoi. Je veux dire, il y a une équipe à faire tourner Ouais. dans un club qui devrait être plus ambitieux que ça, mais je vois pas si vraiment, enfin, s'il faut vraiment tenter de chercher une explication, j'en vois pas d'autres, hein. J'en vois pas d'autres. Mais voilà, Iris Abedini a pris son troisième carton, donc ça veut dire que tous les prochains matchs, on va attendre le prochain carton jaune d'Abedini pour voir ensuite au match suivant
le coach forcé de ne pas l'aligner et voir ce que cette équipe donne 90 minutes sans lui. Enfin, moi, ça arrive à ce stade-là, quoi. Je me dis, mais ok, vivement qu'il soit suspendu pour voir ce que ça donne un match en entier sans lui sur le terrain, tellement il affaiblit l'équipe. C'est vraiment effrayant. C'est vraiment effrayant à quel point il affaiblit l'équipe dans un poste clé, quoi. Si vous avez un latéral droite qui est pas top, ben ça se voit un peu moins. Mais là, enfin, le milieu central, le milieu défensif, c'est le cœur du jeu. Il est important pour l'attaque, il est important pour la défense. Et le capitaine, du coup, il est aussi important. Mais le leadership sur le terrain, c'est pas lui. Le leadership sur le terrain, c'était Michael Facchinetti, c'était Fabio Saiz. C'était eux voilà, qui haranguaient un peu les troupes, qui remotivaient et autres. Enfin, même dans ce rôle-là, il n'est pas à la hauteur. Alors, on a développé un petit peu précédemment ce thème-là, mais voilà, là, ça devient troublant, ça devient troublant et on espère qu'Anthony Breza va vraiment faire sa remise en question, tu le disais avant, Osvaldo, pour aligner la meilleure équipe possible, pour se donner des chances de gagner le plus de matchs possible. Ah, parce que c'est là, sur les quelques matchs où on peut, parce que voilà, malheureusement, la situation en championnat est ce qu'elle est aujourd'hui, mais je veux dire, il y a encore, voilà, on va en parler dans quelques minutes, mais il y a encore, voilà, par exemple, il y a un petit match mardi où ce serait sympa de s'offrir un tour de plus, mais dans des matchs coup près, jouer avec des joueurs comme ça dans le cœur du jeu, à moi la peur, quoi. Ouais. Ben, on va y venir de suite à ce match, Osvaldo. Tu nous le mentionnes déjà depuis un certain temps. Tu trépines d'impatience, donc on va enfin briefer ce match. Messieurs, je sais pas, il y avait encore d'autres choses qui vous ont pas plu sur ce match. On a quand même largement développé ce point-là. C'était le gros point noir du match. Évidemment, il y avait d'autres choses. Non. Non. Très bien. Donc, on peut Alors, on dire, peut fermer ce débriefing qui aura été un des plus longs de l'histoire. On en a déjà plus d'une heure d'émission. Mais il y avait beaucoup de choses à dire quand même, malgré le peu d'occasions à se mettre sous la dent. Il y avait pas mal à débriefer. Voilà, on passe à la suite, messieurs. Depuis le 20 septembre et la victoire du côté de la banlieue zurichoise à Unterstrasse, Osvaldo, il n'y a pratiquement pas eu un seul épisode où il a été présent, où il n'a pas fait mention au moins une fois de ce match qui est à venir. Il arrive enfin, ce huitième de finale de la Coupe de Suisse qui nous emmènera du côté de Colovray, un stade qu'on connaît bien maintenant depuis 2 saisons, 3, enfin on entame la troisième saison avec eux en Challenge League. Alors, on se réjouit beaucoup de ce match. Déjà pour la première raison, ça fait je ne sais pas combien d'années que Neuchâtel Xamax n'a pas disputé un huitième de finale de la Coupe de Suisse. Hein? depuis la saison 2019-2020 et De- la lourde défaite du côté de la Pontaise. Ah voilà, bon, c'est pas si vieux que ça fait 6 ans, mais je pensais que c'était plus long. Mais quand même, c'était un souvenir douloureux, c'est pour ça que mon cerveau l'a un peu occulté. Mais aussi parce qu'elle nous mettra aux prises avec un adversaire du même championnat que nous, le Stade Lyonnais. Donc, voilà, des chances, mais des chances de passer, mais des chances, on va dire, des deux côtés. Messieurs, Osvaldo, honneur à toi, tu as envie beaucoup d'en parler. Mais c'est un match qui s'annonce très ouvert. Les deux équipes, à mon avis, c'est du 50-50 pour la qualification. Alors, c'est du 50-50. Maintenant, moi, je vais être factuel et je vais être cash là-dessus. Si on prend le parcours qu'on a eu jusqu'ici en Coupe de Suisse cette saison, on a eu de la chance au tirage et on se rappelle tous des circonstances dans lesquelles on a passé le premier tour contre une deuxième ligue jurassienne. Aujourd'hui, le parcours de la Coupe, qu'est-ce qu'il te dit cette saison? Il te dit que tu as joué une deuxième ligue jurassienne au premier tour, tu t'es qualifié par les poils, que tu as joué une deuxième ligue zurichoise au deuxième tour, que là tu t'es qualifié en faisant le travail, et que tu te retrouves à jouer contre une Challenge League en huitième de finale. Donc, autrement dit, tu n'as pas encore affronté d'équipe d'une ligue supérieure, et tu peux, avec ce match, accéder au quart de finale. Moi, de ce point de vue-là, je dis pas qu'on va gagner cette Coupe de Suisse, je dis pas que d'un coup je me suis mis comme objectif d'arriver en finale, je sais pas trop quoi. Mais je prendrais ça pour une énorme déception, en sachant que ce serait la même saison où
où on a failli vivre une élimination quand même du côté de Diaspora, si on sortait, mardi soir contre le Stade Lyonnais. Donc c'est avec ça, je dis pas que c'est une balade et que ça va être facile. Nyon a sorti Zurich au tour précédent et j'étais bien placé pour savoir la performance qu'ils ont fait, pour être au courant de la performance qu'ils ont fait parce que j'étais sur place, je commentais ce match. Mais messieurs, vous êtes prévenus. Cette équipe de Nyon ne vous fera aucun cadeau. Cette équipe, elle est meilleure que ce qu'on aurait pu imaginer en début de saison. Mais pour le parcours que vous avez eu jusqu'ici et les équipes qui vous ont été confrontées, moi j'ai une théorie assez simple. C'est que ce match-là, tout autre résultat pour moi qu'une qualification serait vécu comme un échec. Voilà. Ouais, Varam, je suis curieux de t'entendre aussi. Bah, disons que ça va être un match très compliqué. C'est un match que je crains personnellement pour plusieurs raisons. Bah, déjà, bah, Nyon est quand même une belle surprise, on va dire, cette saison en championnat et puis en coupe. C'est vrai que quand on était dans les starting blocks au début de saison, c'est vrai qu'on était tous d'accord pour dire que Nyon avait fait un mercato quand même très limité. Bon, ben voilà, ils ont des moyens quand même assez faibles. Mais finalement, Binotto est en train de faire un excellent travail. Nyon a quand même surpris pas mal d'observateurs et en championnat et en coupe. Ils sortent quand même d'une grosse performance en ayant sorti le FCZ. Donc voilà, donc ils sont chargés à bloc, ils n'auront pas grand chose à perdre parce que je pense que sur le papier en tout cas, on est quand même légèrement favori. Donc ils vont se retrouver dans une situation et une configuration qu'ils aiment bien, c'est-à-dire partir un peu dans le rôle de l'outsider. Et puis ils auront un avantage, c'est que en championnat, ils ont souvent ce rôle. Ça veut dire ben, qu'ils sont dans le rôle d'outsider. Ça veut dire qu'ils sont habitués à souffrir. Ça veut dire qu'ils sont habitués à faire le dos rond. Et puis ben, en coupe, ils auront aussi cette configuration-là. Donc, eux, ils seront prêts pour la bataille. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que nous, des fois, on n'est pas toujours prêts au fait à ça. Alors, dans un bon jour, on peut gagner. Mais si on rentre pas sur le terrain avec l'œil du tigre, ça risque d'être compliqué parce qu'en face, ils vont jouer crânement leur chance. Donc j'espère vraiment qu'on aura le bon état d'esprit parce que finalement, ce match va beaucoup dépendre de nous. Si on avait la mauvaise idée de jouer un peu détente ou un peu de jouer à 50, 60, voire 70%, je pense que on va aller au-delà d'une terrible désillusion parce qu'effectivement, le tirage aurait pu être pire, mais je pense que Nyon se dit aussi la même chose, donc ça va être compliqué, mais voilà, il va falloir faire un match de guerrier parce que les matchs de coupe, ça se joue beaucoup à l'envie, ça se joue beaucoup dans la tête. Et si on avait la mauvaise idée de rentrer sur le terrain de manière un peu légère, ben voilà, je pense qu'on va être déçu. Voilà, donc ça va, ça va beaucoup se jouer de notre côté. Voilà, donc c'est vrai que je suis impatient et en même temps j'ai un peu peur parce que c'est vrai que comme on l'a vu le premier match contre Diaspora, des fois on, on joue un peu petit bras ou on joue un peu en tongue et puis en claquette alors que bah, c'est clairement un match de coupe. Donc il va falloir mettre le bleu de chauffe et le treillis. Donc à voir à quel Xamax on aura au fait à faire. Et surtout que Binotto est un coach qui a déjà réalisé des exploits en coupe. Ça, c'est la dernière chose que j'avais oublié de dire, c'est que oui, il a sorti Zurich, mais c'était déjà quand il était entraîneur de Stade Lausanne, il avait sorti Sion en prolongation lors d'une précédente édition de la Coupe de Suisse dans un match un peu similaire. Donc, c'est comme tu l'as dit, Aram, c'est une équipe qui est habituée à souffrir en championnat parce qu'elle a le rôle de l'outsider et puis elle a un coach qui sait comment gérer ses matchs de coupe et qui sait comment hautement te casser les pieds et te mettre en difficulté. Donc ouais, il va falloir aller avec l'œil du tigre, comme tu dis, et comme on dit dans mon pays, avec le sang dans les yeux, quoi. Mmh. Oui, et puis
il y a aussi une autre chose aussi importante, c'est que Binotto a un contentieux avec Zamax parce que Donc ça marche. je crois que son départ a été assez houleux et je pense que s'il peut nous glisser une petite peau de banane, je pense qu'il va pas se gêner. Donc il Du tout. faudra faire aussi attention parce que je pense que le coach Binotto sera assez motivé par aussi, on va dire, euh, ce facteur-là. Oui, effectivement, messieurs, de la motivation sur le banc de touche, de la motivation aussi sur le terrain de la part d'un ancien Xamaxien qui cartonne hein, depuis le début de la saison avec le Stade Lyonnais. Il est prêté par le FC Sion, vous l'aurez compris si vous suivez le club de Châtelois, c'est de Bourak Halili dont on parle. Voilà, un joueur, un de plus finalement, qu'on n'a pas su, vraiment développer du côté de Xamax, qui ne s'est pas épanoui dans ce Xamax-là, qui est parti ailleurs, qui revient ensuite en Suisse et qui fait de bonnes performances, hein. À Lille, 10 apparitions, sous le maillot de Lyonnais, 4 buts, une assist, donc ça voilà, en 650 minutes jouées, c'est pas mal au niveau efficacité et nul doute que, le talent qu'on lui avait aperçu lors de son passage chez nous, eh bien, il va essayer de l'exploiter au maximum pour sortir ses anciennes couleurs. Donc voilà, il y a aussi Joris Manquant, hein, tu l'avais mentionné avant en parlant de filet. Alors, il n'était pas sur la feuille de match, ni au titulaire, ni sur le banc, ni annoncé blessé. On ne sait pas tellement ce qui s'est passé lors du dernier match pour Manquant. Alors, est-ce qu'il sera présent ou pas euh, lors de ce match de coupe? Difficile à dire. Est-ce que peut-être il était un peu souffrant, puis il a été laissé au repos? C'est aussi possible. On n'a pas plus d'infos que ça. Les choix de coach, hein, quand il y a des joueurs qui sont laissés en tribune, n'apparaissent pas sur la fiche de la SFL. Donc voilà, Joris Manquant, c'est déjà 9 buts hein, en 13 matchs joués depuis le début de la saison. Donc là aussi, c'est pas mal comme statistique. Donc voilà, un joueur à se méfier. D'ailleurs, il avait frappé contre nous au premier match en marquant le seul but de son équipe sur un penalty provoqué par Erissa Bellini au passage. Donc voilà, une équipe de Nyon voilà, qui aura un plan de jeu, qui va certainement l'appliquer de la même manière qu'ils ont réussi à sortir le FC Zurich, qui n'avait bon, pas été non plus flamboyant hein, ce jour-là, Osvaldo, on va pas se mentir, mais il fallait quand même les sortir, hein, une équipe de catégorie supérieure. Donc voilà, une bonne chance aussi pour eux d'aller en quart de finale. Ça leur arrive pas souvent non plus à eux dans leur histoire d'aller en quart de finale. Donc voilà. Mais effectivement, en plus ces matchs au mois de décembre, du coup on sera le 2 décembre pour ce match, avec un terrain de Colovray qui sera, on l'espère, dans des conditions pas trop mauvaises pour jouer au foot. Voilà, La pelouse, ça va encore. La pelouse, je pense que ça va aller. Ça va pas être Joga Bonito, hein, ça va plutôt être Non, Morgarten, mais ce match. la pelouse, ça va encore. Après, tu parles un petit peu des individualités. Il y a des joueurs aussi dans cette équipe de Nyon, on me l'a confirmé, qui sont quand même aussi, suite à des débuts de carrière qui sont un peu comme ci, comme ça, qui sont en quête de revanche. L'un des joueurs, l'un des joueurs de cet effectif qui est dans ce cas-là, c'est le gardien Mastil, qui a Mhm. sorti un très très gros match contre Zurich lors du tour Ouais, précédent, qui et notamment s'interpose lors d'une séance de tir au but où il a été très très bon. Il sort deux pénaltys de Zuber, plus un dans le un dans jeu, le hein. un Ouais. dans le jeu et un dans le temps réglementaire et un pendant la séance de tir au but, exactement. Donc, dans le genre, un match où on domine, il est capable de nous dégoûter plus sur un bon soir, plus ou moins comme d'autres gardiens nous ont dégoûté cette saison, ou Hubel en tête. Donc, vraiment méfiance. Mais en même temps, je le répète, hein, sur le parcours, en sachant que, à la limite, des années précédentes, quand tu tombes en 16e de finale contre Young Boys, c'est catégorie supérieure, t'aimerais bien faire un exploit une fois, mais ça reste une Super League. Là, moi, franchement, sans aucun manque de respect à Nyon, mais moi, j'aurais un vrai goût, je sais pas pour vous, les gars, mais j'aurais un vrai goût de fromage dans la bouche si on sortait mardi soir avec finalement l'état du classement en championnat. Et puis les équipes qu'on a battues
qu'on a battus précédemment et puis contre qui on sortirait. Ça voudrait dire encore une fois que dès que le niveau d'exigence et de difficulté s'élève, eh ben on gicle. Et ça me casserait hautement les pieds. Oui, ça serait une déception, hein, effectivement, tomber, contre une équipe de Challenge League qui est sur le papier moins forte que nous, en tout cas ce que atteste le classement, ça serait une déception. Après, voilà, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la physionomie du match. Si on se bat, et puis Nyon sort un gros match, le gardien il sort tout, voilà, je serais peut-être pas déçu. Je redoute en fait comme tu disais, Varane, qu'on soit pas prêt au combat, qui va s'imposer et que les Nyonnais vont, eux, être à la hauteur. Ça, on le sait déjà, qu'eux, ils vont s'arracher sur toutes les balles, sur tous les contacts, et que nous, on réponde pas à ce défi qui va nous être imposé. Là, pour moi, la déception, elle serait grande, comme elle l'avait été finalement lorsqu'on avait été éliminé par le Lausanne Sport, sèchement éliminé au même stade de la compétition. Alors, on était dernier de Super League et Lausanne était le large leader de Challenge League. C'est pas, on a souvent vu le premier Challenge League sortir un club de Super League, qui plus est le dernier du classement. On l'a encore vu cette année avec Arrow qui a sorti Young Boys au tour précédent. Donc voilà, mais finalement, on n'avait pas été prêts au combat. Les Lausannois nous étaient rentrés dedans et puis on s'était pris une claque parce qu'on n'avait pas répondu à tous les défis que l'adversaire nous avait imposés. Et ça, j'ai pas envie de le revivre lors de ce match-là. Quitte à perdre, autant perdre les armes au combat, Varam. Ouais, 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 j'ai un vas-y. problème, j'ai un problème de micro. Non, non, mais c'est clair. Non, non, mais après, après, ben voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on donne tout, après, ben d'un match de coupe, il peut arriver plein de choses. On peut rater un penalty, on peut aller dans une séance de tir au but, on perd. Mais effectivement, moi, ce qui me frustrerait énormément, c'est qu'on soit pas prêt au fait à lutter, et puis qu'on joue les mains dans les poches, et puis qu'on perde, quoi. Voilà, moi, je pense que euh, c'est un match de coupe. La coupe, c'est très différent du championnat. Un championnat, c'est une course de fond, alors que la coupe, c'est plein d'étapes avec des sprints. C'est soit tu gagnes et tu continues, ou soit tu perds et tu sors. Et puis, bah, c'est l'état de forme qui se joue sur le jour J. Donc effectivement, si on ne devait pas répondre présent, ça serait vraiment une déception atroce, d'autant plus qu'on a quand même une place en quart à jouer, parce qu'après, bah voilà, on sait jamais ce qui peut au fait arriver. C'est un adversaire jouable. Et c'est vrai que si on devait faire une prestation ridicule, ça serait vraiment le tennisman qui joue vraiment petit bras, alors qu'il a une balle de 7, voire une balle de match, quoi. Donc voilà, non, non. Au-delà de tous les résultats, ça sera vraiment l'état d'esprit qui va vraiment primer, puis qui va vraiment compter, quoi. Mais c'est vrai que si on devait pas rentrer sur le terrain avec un état d'esprit conquérant et puis guerrier, ça serait vraiment une déception totale. Et puis je pense que ça pourrait aussi impacter le reste de notre saison, hein, mine de rien. Mm. Oui, Il y a juste une toute petite modification que je souhaitais apporter par rapport à, tu disais le dernier huitième de finale, Mirko. À l'époque, dans ma tête, on venait de battre Lucerne à domicile. On était sur la première victoire à domicile à la Maladière et on était carrément repassé au-dessus de la barre de barragiste. Mais on allait à Bâle le week-end d'après. Et moi, je me rappelle avoir dit à mes potes, si on joue ce match avec le tournus, les turnovers habituels de la coupe, de on doit penser au championnat et machin, puis qu'on va à la Pontaise dans cette optique-là, on perd et voire on prend une raclée. Résultat des courses, bon, on avait mis Minder au goal à la place de Walter, mais ensuite, tu avais eu plusieurs joueurs qui avaient démarré sur le banc. Et on avait démarré ce match en touriste, alors que Lausanne, qui était sur une dynamique incroyable avec Contini, était venu jouer ce match pour gagner ce match de coupe. En plus, il y avait toujours cette série d'invincibilité qui durait depuis, je crois, 1997 pour nous contre eux, qui a connu un sérieux coup d'arrêt ce soir-là, puisqu'on en a pris 6. Mais voilà, on a perdu ce match parce qu'on n'a jamais descendu sur le terrain. Et il faut
en sachant qu'en plus, ben, il y a une distance qui est et un écart qui est significatif avec la tête, il y a un écart qui est significatif aussi avec la queue du classement. On est dans une situation où on va pas jouer, le week-end prochain un match à la vie, à la mort pour un maintien ou pour une montée. Lâchez-vous les gars, enfin, c'est pas souvent qu'on a cette opportunité de parcours-là en coupe, mais encore une fois, moi ça me casserait hautement les pieds de pas jouer ce quart de finale avec le parcours qui s'est dessiné pour nous cette année. Mmh. Donc voilà, c'est une occasion, unique et puis, voilà, on espère que les joueurs ont compris ça aussi et qu'ils vont tout donner sur le terrain, pardon, et pour s'arracher et puis tenter de se qualifier pour les quarts de finale. Les quarts de finale, ça sera évidemment pour, le printemps prochain et puis voilà, ce sera à un autre moment du championnat. Mais, voilà, on s'attend pas à ce que Xamax gagne la coupe, mais c'est vrai que nous, les supporters, on a aussi envie de vivre, un petit parcours en coupe, de vibrer avec l'équipe dans ces matchs si particuliers que sont les matchs de coupe. Et puis j'ai envie de dire, on a envie d'avoir de l'enjeu au printemps parce que depuis maintenant, 6 ans, le printemps n'a que trop peu d'intérêt, d'enjeu, pour Xamax ou alors on joue la trouille au ventre pour ne pas chuter en Promotion League. Donc heu, donc voilà, ça mettrait un petit goût, un petit plus sur la fin de notre championnat. Voilà messieurs, on peut passer à la suite. Alors, comme je l'ai dit avant, qui dit semaine anglaise dit 2 matchs à briefer pour, la semaine. Pas le temps de respirer pour les Xamaxiens puisque à peine 3 jours après, leur déplacement de Nyon, c'est un autre déplacement encore plus loin qui se dessine. C'est le déplacement de Vaduz avec, voilà, le déplacement sur la pelouse du co-leader, mais leader en fait à la différence de but, liechtensteinois. Alors, on évoquait du 50-50 pour ce match de coupe. On va dire que les chances sont un peu moins en notre faveur sur ce match-là. Varham, on s'en va affronter une équipe de Vaduz en pleine bourre. Exactement, exactement. C'est une équipe qui, depuis le début de saison, fait pas beaucoup de bruit. J'ai l'impression que malgré le fait que Vaduz soit premier, c'est une équipe qu'on a de la peine au fait à mettre en avant. Et puis en étant discrète, mais diablement en fait efficace, nos amis de la principauté ben, sont premiers avec Barao. Donc ça va être un match évidemment compliqué. Ils sont en pleine bourre et d'autant plus bah, que dans nos rangs, il y a quand même une infirmerie débordante. On aura des suspendus. Donc effectivement, vous allez rarement m'entendre dire ça, mais si on devait repartir avec un point, je serais largement satisfait. Ouais, 7 victoires consécutives hein, pour Vaduz depuis la 9e journée où ils ont gagné contre Rapperswil-Jona. Ils ont gagné tous leurs matchs dans le Rheinpark depuis le début de la saison. Ils ont rattrapé le FC Arrow qu'on pensait vraiment indélogeable pendant un bon bout de temps. Ils avaient une avance considérable sur le duo Vaduz-Yverdon à un moment, les Argoviens. Voilà, Osvaldo, qu'est-ce qui nous ferait penser que Xamax va réussir ce que aucun autre club n'a réussi avant eux cette saison, c'est-à-dire aller arracher un point ou une victoire du côté de la principauté? Ben, que tout tourne en notre faveur dans un jour, qui s'apparenterait à un miracle et puis que tout tourne de travers pour eux, à part ça, mais ça existe dans le foot, hein, à part ça, c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui est déjà arrivé, mais à part un miracle, en fait, moi, ce qui me enfin, avec Vaduz, ce qui me laisse un peu bouche bée, c'est que quand ils sont venus à la Maladière au mois de septembre, fin du mois d'août, début du mois de septembre, Ouais, c'était pas une équipe qui m'avait fait une impression si énorme que ça. J'avais l'impression qu'on avait surtout consigné un match nul du fait de nos matchs un peu classiques à la Maladière, c'est-à-dire on avait marqué très très tôt et puis on n'avait pas réussi à fermer le sac. Et puis ils en avaient profité en fin de match, mais sans être flamboyants. Puis ils ont commencé à aligner cette série de succès. Ils sont effectivement, ils ont fait le plein de points à domicile. On sait que ces longs déplacements sont par moments aussi
plus difficile à négocier parce qu'on accumule forcément plus de fatigue en se déplaçant à Vaduz qu'en se déplaçant, à Nyon ou à Yverdon. Donc ces éléments-là. Puis je pense au niveau lourdeur du terrain au Liechtenstein, je pense qu'on sera servi aussi début du mois de décembre. Donc non, effectivement, il y a pas mal d'éléments qui peuvent justifier une certaine inquiétude. Oui, effectivement, ce FC Vaduz, hein, au match aller, il nous avait pas, impressionnés. On avait trouvé qu'une équipe, relativement solide, mais qui était pas non plus, flamboyante. Ils avaient égalisé dans les 10 dernières minutes, sur, pratiquement leur première grosse occasion du match. Donc, c'est pour ça que j'ai été, surpris après qu'ils enclenchent, une série comme ça. Et voilà, alors eux, en plus, bénéficieront de plus de repos, hein, puisque, leur statut de principauté fait qu'ils ne sont pas engagés en Coupe de Suisse. Donc voilà, ils seront en plus reposés que nous, qui jouons avec un effectif diminué. Voilà, j'ai envie de dire que des 2 matchs de la semaine, celui-là, c'est pas le plus important, messieurs. Baram. Bah, disons que ça commence, enfin, il y a beaucoup quand même de facteurs négatifs en notre faveur. Euh, on joue contre une équipe en pleine bourre. On a le match de coupe qui coupe notre semaine en deux, ce qui fait qu'on a une semaine anglaise et puis eux pas. On a quand même une infirmerie qui est quand même débordante. On a des suspendus et en plus il nous manque un joueur hyper important. En la personne de Bayard. Donc effectivement, c'est compliqué. Alors après, bah voilà, faut quand même aller là-bas, pas en mode Erasmus. Hein, il faut quand même y aller. Mais clairement, je pense que si on repart avec un point, on pourra parler peut-être pas d'un miracle, mais mais d'une grosse prestation. Voilà, vous m'entendrez rarement le dire, mais voilà, mais je pense, parce que moi, je veux jouer pour la gagne chaque fois, mais là, clairement, je pense que si on repart avec un point, on pourra sabrer quand même une petite bouteille de champagne, parce que je crois qu'on craint tous qu'on prenne une roue de vélo là-bas quand même. Hein. Ouais, alors je sais pas si je crains, la rouste, mais mais je m'attends clairement à rien d'autre qu'une défaite sur ce match, honnêtement. Semaine anglaise, on ne sait pas qui on va récupérer comme joueur, on ne sait pas dans quel état mental on va aborder ce match après le match de coupe. On peut l'entamer content, mais complètement lessivé parce qu'on a gagné à minuit, pas minuit parce que le match est à 19h30, mais à 23h au tir au but. Voilà, peu importe. Et puis Vaduz, bah voilà, ils vont pas lâcher le morceau. Et puis, si les 7 équipes qui sont allées jouer chez eux n'ont rien réussi à ramener, rien ne nous dit qu'on va réussir quelque chose. Franchement, voilà, il faudrait que, tu te disais avant qu'on fasse un match, béni des dieux, ou alors que Vaduz tout simplement rate son match. Ça peut aussi arriver, hein, tout d'un coup, il y a un match, où tout nous revient sur la tronche, comme on dit vulgairement. Donc, eux sont pas à l'abri de ça. N'importe quelle équipe n'est pas à l'abri de rater un match. Donc, il faudrait quand même plusieurs facteurs pour que, on reparte avec quelque chose. Ils ont pas forcément collé des roustes, hein, Vaduz. C'est pas un rouleau compresseur, mais voilà, ils marquent toujours au moins, enfin, très souvent au moins un but de plus que l'adversaire. Donc, c'est ce qui compte dans le football. Donc, voilà, finalement, quand on regarde un peu les résultats, la courbe de forme, les performances, ben, ils sont pas du tout là par hasard. Donc voilà. Mission très très compliquée, peut-être la plus compliquée de cette fin de première partie de saison pour nos Xamaxiens. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur ce match? Donc ces 2 matchs seront bien Non. évidemment débriefés dans notre prochain épisode. On aura du boulot, messieurs, dans une semaine, du coup. Ah, il faudra se retrousser les manches, c'est clair. Faudra se retrousser les manches, effectivement. Voilà, on peut Encore plus si le match de coupe va au-delà des 90 minutes, hein, franchement. effectivement. Réservez votre soirée parce que ouais, popcorn, bière et Red Bull parce que pour le coup, Ouais, alors on la est bière et le Red Bull ensemble, c'est pas top, hein, quand même, hein. non, mais vous m'avez compris quoi, faut garder de Caf l'énergie quoi. Café, bière ou alors, Red Bull vodka. Tu les 2 en même temps, comme ça, c'est bien. Ouais, c'est ça. Voilà, mais si on peut passer à la conclusion de l'épisode.
Voilà, une petite chose à vous raconter pour la fin de cet épisode. On aurait voulu en parler la semaine passée, mais finalement l'épisode n'a pas eu lieu. Depuis maintenant une grosse semaine, 8-9 jours, est sorti le livre de Nicolas Bandelier et Laurent Weber, intitulé Neuchâtel Xamax FCS 130 dates d'un club de légende. Alors, si vous êtes contributeur du projet, vous avez sûrement déjà reçu votre livre à domicile. Si ce n'est pas le cas, il est disponible en ligne sur le site de l'éditeur Alphil. Il est également disponible dans certaines librairies et boutiques de la ville de Neuchâtel. Alors, messieurs, est-ce que vous l'avez personnellement, ce livre, ou pas? Pas encore, mais c'est un but très prochain de me le procurer. Varame? Ouais, pareil, je ne l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Effectivement, à vous deux, messieurs, je vous le conseille, mais aussi à vous tous, chers auditeurs, si vous êtes comme nous, des fans hardcore de Neuchâtel Xamax, procurez-vous ce livre. C'est 300 pages de pur bonheur, une replongée dans l'histoire de Neuchâtel Xamax, de la fondation du club à ses plus belles pages d'histoire en championnat avec les titres, la Coupe d'Europe, mais aussi des épisodes un peu plus sombres qu'on aurait voulu oublier, mais qui font quand même partie de notre histoire, avec l'historique récent aussi. C'est vraiment une bible d'informations impressionnante et j'ai pas peur de le dire, hein, ça va devenir aussi une source pour certaines de nos futures chroniques. Nicolas Bandelier et Laurent Weber nous donnent là un magnifique outil de travail pour nous qui essayons aussi de faire vivre auprès de vous tous la passion de Xamax. Si vous ne l'avez pas encore, achetez-le, mettez-le sous le sapin de Noël pour les membres de votre famille, parce que c'est vraiment le livre que tout fan de Xamax peut rêver. Donc voilà. Et puis, bravo à Nicolas Bandelier et à Laurent Weber pour l'aboutissement de ce projet qui est dans leur tête, puis ensuite dans leurs bras pour écrire et aussi tous les entretiens qu'ils ont menés depuis de très, très, très nombreuses années. Évidemment, nous sommes proches de ces personnes-là, donc on était au courant de ce projet qui voyait le jour petit à petit. Donc on a pu aussi mesurer toute la masse de travail que ça représente pour eux. On est très content pour eux que ce projet ait abouti de si belle manière. Et puis, voilà, l'histoire n'est pas terminée par rapport à ça puisque, voilà, évidemment qu'avec la sortie d'un livre comme ça, un podcast, de fans de Neuchâtel Xamax ne peut pas laisser passer cette occasion aussi. Donc, voilà, nous tenterons à tout prix de faire venir, Nicolas Bandelier à l'antenne de Xamcast. Laurent Weber, ben, il est déjà venu à l'antenne, mais il reviendra peut-être aussi avec plaisir pour nous parler de la genèse un petit peu de ce livre. Donc voilà, en tout cas, nous, on s'est fait plaisir. Moi, évidemment, j'ai pas encore eu le temps de lire les 300 pages du bouquin. Je l'ai juste feuilleté comme ça, mais c'est déjà rien que le feuilleter et de regarder un peu certaines images, c'est déjà un grand bonheur. Donc voilà, c'est une année, à défaut de marquer le coup au niveau sportif, c'est quand même une année à marquer d'une croix pour le club avec la sortie de ce livre. Voilà, donc messieurs, si jamais, demandez à vos familles de vous offrir ce bouquin pour Noël. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà, sinon, comme d'habitude, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et puis, bah voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec pas un, mais deux débriefings. Alors, on espère qu'on fera pas 1 heure de débriefing par match, mais on le fera si c'est nécessaire. Merci à vous, mes collègues et animateurs. Et puis, du coup, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye.